On continue sur les capsules de STT 5100. Donc, on a vu, reprenez l'ordre s'il vous plaît. Donc, on a vu des rappels de proba avec un accent mis sur le vecteur gaussien et les lois qui découlent de ces lois normales. Là, on va attaquer la partie stat. Donc, je vais faire quelques rappels qui sont essentiellement des rappels associés à StatMill. Donc, je vais peut-être condenser tout le cours de StatMill en peut-être une petite heure de rappel, mais qui sera important si jamais après on veut que les choses aillent de manière un peu plus fluide, en particulier quand je fais de l'inférence et des tests dans les modèles dans les modèles linéaires. OK, donc je vais basculer sur mes slides. OK. Donc, l'ordre est peut-être un petit peu exotique. En fait, je commence par vous faire du maximum de vraisemblance. Okay, donc, ce qui doit être normalement à la fin du cours de StatMin, même si à la fin, c'est plutôt sur les tests. Mais disons, là, normalement, la statistique, on commence par définir les estimateurs, leurs propriétés, puis voir le maximum de vraisemblance dans un deuxième temps. Moi, je vais faire le truc à l'envers. Je vais d'abord vous définir le maximum de vraisemblance, les propriétés du maximum de vraisemblance. Et après, on aura une petite discussion un peu générale sur les propriétés des estimateurs. Euh, Puisqu'en fait, dans tout ce qu'on fera, en tout cas dans ce cours, sauf peut-être un tout petit point à un moment quand on fera des régressions ridge, ça tourne autour du maximum de vraisemblance. Donc, c'est le point le plus important. J'aurai cette petite parenthèse après sur les estimateurs, essentiellement parce que ce que nous raconte la théorie de la StatMat, c'est que les estimateurs sans biais, on adore ça. Mais des fois, ça peut être intéressant d'avoir des estimateurs biaisés à partir du moment où on contrôle un petit peu leur biais. Voilà. Si je le dis un peu rapidement, ça va être ça. OK. Donc, rappel sur cette partie 3 statistique. Okay. Donc, le premier point, c'est de définir cette histoire de vraisemblance, donc en anglais likelihood, donc ça va s'écrire avec un grand L. Okay. Donc, on suppose qu'on a des observations. Donc, mes observations, c'est mes petits x. Okay. Donc, je ferai toujours la distinction entre les lettres minuscules et les lettres majuscules. Okay. Lettres minuscules, ça va être une notation pour noter des chiffres. Okay. Donc, mon échantillon, ça peut être 3.21, 0.76, moins 2.48, etc. Okay, donc, j'ai mes observations petit x1, petit x2, petit xn qui sont des chiffres. Je suppose que derrière, j'ai un modèle probabiliste qui dit que chacune des observations est une réalisation de variables aléatoires. Donc, grand x1, grand x2, grand x3, grand xn, ce sont des variables aléatoires. Okay, j'essaierai de faire autant que possible la distinction. Sur les variables x, ça sera possible. La difficulté, c'est que ça sera plus possible sur θ. Les paramètres, on fera de la statistique paramétrique, les paramètres s'appelleront θ, et je noterai de manière un petit peu indifférenciée, θ chapeau, un estimateur qui sera un chiffre, mais des fois, ce sera une variable aléatoire. Donc, j'essaierai dans les slides d'être aussi précis que possible sur les grandeurs qu'on calcule. Quand on est sur la population, sur l'échantillon, c'est facile, il y a des petits x et des grands x, mais sur les paramètres, ce sera juste θ. Okay. Je ne veux pas mettre de grand θ essentiellement parce que sinon j'aurais l'impression de faire de la statistique bayésienne et ce n'est pas l'objet de ce cours. Donc, je suppose que mes observations sont tirées suivant des variables gaussiennes qui sont indépendantes. Donc ça, c'est une hypothèse fondamentale qui ne changera pas pendant tout le cours. Mes données sont fondamentalement issues de variables indépendantes, okay, que je vais supposer comme étant identiquement distribuées avec une même loi, Fθ, okay, qui est une loi paramétrique. Donc c'est pour ça qu'on parle de statistique paramétrique, c'est que ma loi inconnue F, je ne suppose pas qu'elle est générale et que je ne connais pas sa famille, je suppose que je connais sa famille, et d'où l'intérêt de définir les lois classiques usuelles dans les slides que j'avais fait sur les rappels de proba. J'ai besoin de ces familles de lois parce que c'est à partir de là que je vais pouvoir construire des modèles. Okay. Donc, par exemple, je pourrais dire ça suit une loi exponentielle de paramètres θ. Ça suit une loi moyenne, une loi normale de paramètres θ sigma 2. Ou juste θ si jamais θ devient un paramètre bivarié. Okay. Donc, j'ai ces distributions Fθ. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est surtout leur densité. Donc, densité au sens général, c'est-à-dire soit par rapport à la mesure de Lebesgue, soit par rapport à la mesure de comptage, si jamais je suis dans le cas discret, c'est-à-dire la masse de proba. Okay. Donc, ce que je vais définir ici, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance. Okay. Donc, la vraisemblance, c'est quoi? Si jamais je suis dans le cas discret, c'est ce que j'appellerais la probabilité de tomber sur l'échantillon. C'est la probabilité d'être tombé globalement sur que mon vecteur x1, x2, x3, xn, grand x1, grand x2, grand x3, grand xn, soit égal précisément à petit x1, petit x2, petit x3, petit xn. Okay. Donc, si jamais je m'intéressais par exemple au mode Bernoulli, je me demanderais quelle est la probabilité d'être tombé très exactement en faisant des tirages de pile ou face sur un pile, un face, un pile, un pile, un face. Okay.
quelle est la probabilité d'être tombé exactement sur cet échantillon. Voilà, c'est ça qu'on va calculer. Donc là, j'utilise le fait qu'on ait des variables qui sont indépendantes. Donc comme j'ai l'indépendance, la loi jointe s'écrit comme le produit des probabilités. Donc j'ai par défini les notions d'indépendance de variables aléatoires, mais ça fait quand même plusieurs années que vous voyez ça. Donc voilà, l'indépendance, c'est le produit soit des fonctions de répartition, soit des densités. Donc là, moi, je suis sur les densités, donc je veux dire que c'est le produit des densités. Donc c'est le produit des densités marginales et elles ont toutes les mêmes densités, c'est le Fθ. Okay, donc ma vraisemblance s'écrit quand on a des données indépendantes qui viennent tous d'une même loi Fθ, comme le produit des Fθ des x. Okay. Donc ça, c'est ma vraisemblance. Alors, peut-être un petit peu plus intéressant, on peut définir la log vraisemblance. Alors, ce sera intéressant essentiellement quand on fera de l'optimisation, puisque, on le verra, quand vous cherchez un optimum, ce qu'on va naturellement aller regarder, c'est les conditions du premier ordre, c'est-à-dire un endroit où la dérivée s'annule. Dériver un produit de n composantes, c'est pas très joli, alors que dériver une somme de n termes qui se ressemblent énormément, ça va être très très simple. Okay. Donc on va définir cette log vraisemblance comme étant la somme des logs densité Fθ de xi. Okay. Et ce que j'appellerais l'estimateur, plutôt un estimateur du maximum de vraisemblance, c'est une grandeur qui maximise la vraisemblance ou de manière rigoureusement équivalente, qui maximise la log vraisemblance. Okay. Les deux valeurs des fonctions ne sont pas identiques. Par contre, à l'endroit où votre vraisemblance est maximale, ça correspond à l'endroit où votre log vraisemblance sera maximale. Pourquoi? Parce que le log est une fonction strictement croissante. Okay. Donc les points pour lesquels vous atteignez le maximum de votre vraisemblance, ce sont les points pour lesquels vous atteignez le maximum de la log vraisemblance. Voilà. Donc ça va être ça la définition du maximum de vraisemblance, c'est plutôt fondamentalement l'estimateur qui va, la grandeur θ chapeau, qui va maximiser, qui va correspondre à l'endroit où se trouve le maximum de ma log vraisemblance. Pardon. Donc je vous ai fait un petit exemple ici, et je le fais en dimension 2 exprès, parce qu'on va quand même aller un petit peu au-delà de ce que vous faisiez dans le cours de StatMat. Nous, on fera de l'estimation sur des paramètres multivariés, donc je vais déjà commencer de vous donner une petite introduction. Donc par exemple, ici, j'ai un vecteur qui suit une normale mu sigma carré, mais de manière générale, je ne connais pas mes deux composantes mu et sigma. Donc, on peut écrire la vraisemblance. La vraisemblance va cette fois-ci devenir bivariée. Okay, c'est une vraisemblance qui va dépendre de mu et de sigma. Alors, c'est ce que j'appellerais θ. Donc, θ, ça reste un paramètre générique de mes paramètres de loi. Okay. Mu et sigma carré. Okay. Et je peux regarder leur densité. Donc, ma densité va devenir cette fois-ci, donc non plus une courbe, mais va devenir une surface. Okay. Donc, j'ai mon L de mu et de θ, donc qui va dépendre cette fois-ci de mu et sigma 2, donc de mu et de sigma carré. Okay. Et je peux calculer pour un échantillon donné l'évolution de cette densité. Donc ma log vraisemblance, enfin ma vraisemblance plutôt à quoi elle ressemble. Donc encore une fois, c'est le produit des densités. Donc on va retrouver cette expression ici. Okay. Donc je retrouve toujours mon petit terme qui ne va pas forcément m'intéresser beaucoup ici, qui est un terme essentiellement de normalisation. Et puis j'ai mon produit d'exponentielle, c'est-à-dire l'exponentielle de la somme. Et je me retrouve avec les xi moins mu à la 2 sur sigma à la 2. Okay. Donc ça, c'est l'expression de ma densité, c'est l'expression de ma densité jointe, mais je ne la vois pas comme étant une fonction des xi, je la vois comme une fonction de mu et de sigma 2. Okay. Donc c'est ce que je représente ici. Donc j'ai mon mu qui évolue ici et j'ai mon sigma qui évolue par là. Okay. Et le maximum, eh bien, il est atteint quelque part par ici. Okay. Pour un certain mu qui est peut-être par ici et pour un certain sigma qui est peut-être plutôt par là-bas. Okay. Donc, comment est-ce que je peux trouver mon maximum de vraisemblance? Alors, encore une fois, on va plutôt travailler sur la log vraisemblance. Donc le log vraisemblance, je prends le log de la fonction qui va se trouver là. Donc le premier terme de gauche va me donner le terme que j'ai fait passer à droite. Okay. Donc il y a juste un terme qui va dépendre de sigma. Et la partie qui m'intéressera le plus, c'est le fait que cette exponentielle de la somme va me donner tout simplement moins la somme des xi moins mu à la 2 sur sigma à la 2. Okay. Donc cette log vraisemblance, c'est celle qu'on obtient sur la partie en bas à droite. On a les courbes de niveau qui me montrent très exactement où se trouve le maximum de ma vraisemblance. Il est très exactement autour de, je ne sais pas moi, peut-être 0,15 pour mon mu et proche de 0,75 pour mon sigma carré. D'accord? Donc c'est ça qu'on va s'amuser à faire par la suite. Alors ce qu'on observe, c'est que la vraisemblance,
en tout cas la log vraisemblance, elle a une très jolie forme. Okay, elle a une belle forme, on a une belle forme concave. Okay, donc on a cette belle courbe, on voit un maximum apparaître au-dessus. Le maximum, c'est quoi? C'est l'endroit où ma dérivée va s'annuler. Donc c'est ça qu'on va exploiter par la suite. C'est ce qu'on appelle les équations de vraisemblance. Moi, je parlerai essentiellement de conditions du premier ordre. La condition du premier ordre, c'est que, moyennant quelques conditions de régularité, donc si ma fonction de densité est continue en θ, okay, et c'est le cas pour quasiment toutes les lois que je vous ai montrées jusqu'à présent, reprenez les slides de Proba et regardez l'évolution des fonctions, non pas en tant que fonction de x ou de y, mais en tant que paramètre sous-jacent. Dans ces cas-là, vous avez des lois qui sont continues. Okay, y compris la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli, elle est fondamentalement continue en la probabilité. La probabilité, c'est du p puissance y à moins p puissance 1 moins y. Okay, ça, c'est quelque chose qui est une fonction continue. Okay, donc, je peux calculer la dérivée. Okay, donc, ma condition du premier ordre me dit que ma dérivée de ma log vraisemblance par rapport à θ doit s'annuler au maximum de ma vraisemblance. Okay, donc, ça, c'est la condition pour avoir ce qu'on va appeler un optimum. Okay, je veux un maximum, donc généralement, je rajoute ma condition du second ordre, qui est que la dérivée seconde, faut que je dérive quand même 2 fois au dénominateur, il manque un carré, doit être négative. Okay, donc, je veux un maximum, c'est-à-dire que ma dérivée, elle va augmenter, s'arrêter, donc mon accélération doit être négative. Okay, donc, moi, je ne vais pas passer trop de temps sur les conditions du second ordre. Ce qu'il faut juste se souvenir, c'est que quand on cherche un maximum de la vraisemblance, on va résoudre la condition du premier ordre. D'accord? Donc, petit exemple pratique, la loi de Poisson. Okay, donc, je vais écrire ma log vraisemblance. Okay, c'est le point de départ. Encore une fois, la condition du premier ordre, je le fais sur la log vraisemblance et pas sur la vraisemblance. Donc, ma log vraisemblance, elle s'écrit comment? C'est la somme de mes logarithmes de mes densités. Donc, je mets mon log et je mets mes densités de loi de Poisson, c'est-à-dire exponentielle moins lambda, lambda puissance xi sur xi factoriel. Je développe tout simplement. Donc, je vais récupérer du moins n lambda qui vient de ce terme-là. Okay. Ensuite, je récupère quelque chose qui va faire intervenir du log des x puissance xi. Alors, je vais récupérer la somme des xi. Okay. Et ça, de la somme des xi, je peux l'écrire nx bar. Et je vais récupérer le log de mon lambda. Et ensuite, j'ai le terme au dénominateur. Soit je le vois comme la somme des logs des xi factoriels, soit je le vois comme le log du produit des xi factoriels. Encore une fois, on s'en fout celui-là parce que le paramètre n'intervient pas. D'accord? Donc, quand je cherche la valeur optimale en θ, ce terme-là, c'est juste du bruit, donc il ne m'intéresse pas. Donc, quand j'écris ma condition du premier ordre, je calcule ma dérivée par rapport à mon paramètre, c'est-à-dire ici lambda. Okay. La dérivée de moins n lambda, ça me donne le moins n. La dérivée de nx bar log de lambda, ça va me donner tout simplement le nx bar divisé par lambda. Et donc, on a cette dérivée qui doit s'annuler. Quand est-ce que ça s'annule? Ça s'annule tout simplement quand lambda est égal à x bar. Donc, mon estimateur, ce sera lambda chapeau égale x bar. Et ça, c'est pas surprenant. Enfin, c'est pas surprenant. En tout cas, c'est une grandeur qui nous intéresse parce qu'effectivement, on sait que la moyenne d'une loi de Poisson, c'est lambda. Donc, l'espérance mathématique d'une loi de Poisson, c'est lambda. Donc, ça peut paraître assez naturel, et ça, c'est une autre forme d'estimateur. C'est l'estimateur de ce qu'on appelle la méthode des moments, qui consiste à dire que vous voulez que votre paramètre que vous avez obtenu à partir d'un échantillon fasse que l'espérance théorique corresponde à la valeur numérique que vous avez obtenue pour votre moyenne empirique. Okay, donc, votre moyenne empirique, c'est x bar. Dans ces cas-là, votre estimateur, ça devrait être ce lambda chapeau qui vaut x bar. Okay, donc, c'est finalement assez naturel d'utiliser cette grandeur-là comme étant un estimateur du paramètre inconnu. Alors, petite propriété quand même de ces histoires de prendre le logarithme des densités ou le logarithme de la vraisemblance. Okay, on peut regarder cette petite fonction qui est tout simplement la dérivée par rapport à θ du log de fθ de x. Okay, donc, cette fonction-là, c'est ce qu'on va appeler la fonction score. Okay, et ce qu'on peut montrer, on a deux choses importantes. Donc, on va s'intéresser à une variable aléatoire qui sera précisément définie comme le score de x. Okay, c'est-à-dire, vous prenez une variable x qui a pour loi fθ et vous regardez la dérivée par rapport à θ du log de f pris en ce grand x. Okay, donc, j'ai cette fonction-là. Donc, si vous voulez, vous l'appelez petit s. Okay, donc, cette fonction petit s, encore une fois, c'est la dérivée de ma log densité, okay, par rapport à θ. Dans ces cas-là, on peut montrer deux choses. C'est que cette variable que j'ai définie ici, elle est centrée. Okay, donc, l'espérance de la dérivée par rapport à θ de log de fθ est égale à 0. Et la variance, ça va avoir une interprétation très forte. La variance de cette grandeur-là, c'est en fait ce qu'on va appeler l'information du paramètre θ. Okay,
Donc l'information au sens de Fisher, ça va être la variance en fait de cette variable-là, qui correspond aussi à l'espérance du carré, puisque la variable est centrée. D'accord? Donc il y aura plusieurs manières pour faire les calculs. Moi, on n'est pas là vraiment pour faire des calculs, je suis là pour vous poser une théorie et ensuite on essaiera de l'appliquer. Mais je suis capable de calculer techniquement cette information de Fisher. Okay, et ça va être important. Donc juste pour illustrer la première propriété, je vous fais un petit exemple avec la loi de Poisson pour vous montrer qu'effectivement, l'espérance du score de x quand x suit la loi f est centrée. D'accord? Donc vous pouvez faire les calculs, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. L'information de Fisher, je vais la calculer dans quelques slides pour certains exemples. Ça peut se calculer soit en me disant je calcule la variance de mon score, soit je regarde moins l'espérance de la dérivée du score. Okay, puisqu'ici je fais la dérivée seconde de ma log vraisemblance, donc c'est la dérivée première de la fonction qui se trouve en haut à gauche. Okay, donc ça, c'est l'information IN, c'est ce que j'aurai quand j'ai une seule observation qui suit une loi petit x. Si jamais je le définis non plus sur la densité et que je le définis sur la vraisemblance, dans ces cas-là, je vais récupérer I indice N. Donc je vais tenir compte du fait que j'ai N observations. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que I indice N, c'est N fois I. Okay, donc quand je noterai I, c'est pas sur un échantillon, ce sera le I indice N qui est basé sur un échantillon taille N. Mon I, c'est vraiment l'information de Fisher pour une loi quand j'ai une seule variable qui a cette loi F. Okay, donc, juste les petits exemples pour illustrer. Donc, je prends ma loi de Poisson. Okay, encore une fois, on l'a déjà traité un petit peu. J'ai ma log vraisemblance, on l'avait calculé un petit peu tout à l'heure. Je peux calculer ma dérivée seconde. Okay, la dérivée seconde de ma log vraisemblance, c'est moins x sur θ2. Donc, j'ai changé mon lambda en un θ, je suis désolé, mais c'est encore une fois toujours du θ par la suite. Donc, j'ai préféré me rabattre sur du θ. Donc, ma dérivée seconde de ma log densité en x, c'est moins x sur θ2. Donc, comment je calcule mon information de Fisher? Tout simplement en prenant moins l'espérance de ma dérivée seconde quand j'ai une variable aléatoire x qui suit précisément cette loi de Poisson. Okay, donc, je remplace ici la dérivée seconde par sa valeur, c'est-à-dire moins x sur θ2. Donc, déjà, première chose, c'est que les deux signes moins vont s'annuler. Et l'information de Fisher, c'est tout simplement donc l'espérance de x sur θ à la 2. Okay, or, l'espérance de x, comme j'ai une loi de Poisson, c'est θ. Et donc, je récupère θ sur θ2, qui me donne très exactement 1 sur θ. Donc, l'information de Fisher, dans le cas d'une loi de Poisson, c'est 1 sur le paramètre θ. Si jamais vous avez une loi binomiale, je vous laisse faire les calculs, mais l'information de Fisher du paramètre θ, donc θ, ça va être ma proba cette fois. Donc, le n est supposé connu. Ce qu'on peut montrer, c'est que l'information de Fisher du paramètre de probabilité, c'est du n sur θ1 moins θ. Okay, donc, jusque-là, vous pouvez vous dire, je sors ce machin, ça ne sert strictement à rien. Ça sert essentiellement à une chose, c'est cette propriété qui s'appelle la borne de Kramer-Rao. On a ce résultat très 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 fort d'un point de vue résultat, mais dans un cas très particulier, qui est que si vous avez construit un estimateur sans biais du paramètre θ, et je redéfinirai le biais, mais en gros, ça veut dire que l'espérance de θ chapeau, c'est précisément la valeur θ chapeau. Okay, donc, si vous avez un estimateur sans biais, alors on peut montrer que la variance, elle est forcément plus grande que 1 sur n fois l'information de Fisher. Okay, donc ça, c'est intéressant parce que je vous renvoie pour plus de réflexion sur la seconde capsule où je vais revenir sur ces propriétés d'estimateur, mais si jamais vous vous intéressez, vous construisez plusieurs estimateurs qui sont des estimateurs sans biais, okay, ce que ça veut dire, donc estimateur sans biais, ça veut dire que potentiellement vous êtes à peu près sur la bonne valeur. L'autre propriété importante sur les estimateurs, c'est leur variance. La variance, c'est à quel point est-ce que vous êtes proche de la vraie valeur. Je vous renvoie à ma dessin sur les cibles que j'avais fait quand j'avais fait mon petit glossaire des termes. Pardon, je me trompe de cours. Je l'avais fait pour le ACT 6100. Mais vous avez deux informations importantes, c'est est-ce que vous êtes proche de la vraie valeur et est-ce que vous avez une étendue importante sur une variabilité importante sur vos estimateurs. Okay, donc, ce qu'on veut, c'est une variance la plus faible possible. Ce que nous dit ce théorème, c'est que la variance, ça ne peut pas être nulle. La variance, elle est forcément bornée par quelque chose d'inférieur, par une limite inférieure. Et cette information, je peux même l'expliciter, elle va dépendre de cette information de Fisher. Il y a un point qui est intéressant. Et bien, si vous regardez par exemple la loi de Poisson, je vous rappelle pour la loi de Poisson, on avait vu que l'information de Fisher, c'était du 1 sur θ. Donc, ce qu'on est juste en train de dire ici, si jamais je remplace mon θ chapeau, je vous rappelle que c'était x bar quand j'avais une loi de Poisson. Okay, donc, c'est bien un estimateur sans biais du paramètre de moyenne θ. Okay,
la variance, la variance de n'importe quel autre estimateur sans biais sera forcément plus grande que 1 sur n pour l'information de Fisher. L'information de Fisher, c'est 1 sur θ, donc ce sera tout simplement forcément plus grand que θ sur n. Et ça, comme par hasard, c'est la variance en fait, de la loi de Poisson. Donc en fait, l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas de la loi de Poisson, c'est en fait très exactement l'estimateur qui a la variance minimale parmi tous les estimateurs sans biais. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des cas particuliers où en fait on peut montrer que l'estimateur du maximum de vraisemblance c'est le meilleur estimateur que vous pouvez construire parmi les estimateurs sans biais parce que c'est celui qui va avoir la variance minimale. Okay, donc chercher des estimateurs de variance minimale, c'est intéressant, ça veut dire que vous avez des estimateurs qui sont les plus précis possibles. Okay, donc ça c'est intéressant. Donc atteindre la borne, ça veut dire qu'on est efficient. Okay, je vous ai mis là aussi pas mal de liens à la fois sur le biais, sur les estimateurs sans biais de variance minimale et ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maximum de vraisemblance, moyennant quelques petites hypothèses techniques, va correspondre en fait à ce meilleur estimateur, dans le sens où on va, au moins asymptotiquement, en tout cas, atteindre cette borne-là. Okay, je vais laisser un peu décanter. Je vais juste vous dire qu'en fait, tout ça existe aussi en dimension plus grande. D'accord. Donc là encore, je prends un peu d'avance pour ce que nous on aura besoin pour le cours, mais on aura des paramètres multivariés. Donc j'ai besoin de savoir si jamais ça marche, et ça marche. Okay, je peux écrire ma vraisemblance et ma condition, elle sera juste un peu plus grande. C'est-à-dire que si jamais j'ai un paramètre en dimension k, je vais récupérer k équations du premier ordre. C'est-à-dire que ma dérivée, donc, ce qui va s'appeler mon gradient, ma dérivée de ma log vraisemblance par rapport à chacune des composantes, donc c'est un vecteur en dimension k, doit être égal à 0 quand je suis au maximum de ma vraisemblance. Okay, ma condition du second ordre me dit que je devrais avoir une matrice qui est définie négative. Je passe de la même côté de la même manière que j'avais sauté dans la première partie quand je voulais faire en cas univarié. Okay, c'est l'équivalent multivarié matriciel de la négativité de ma dérivée seconde. Donc ici, ça nous dit juste que la matrice hessienne, donc ce terme-là qui est la dérivée croisée deux fois, est ce qu'on appelle la matrice hessienne. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le gradient, encore une fois. La matrice hessienne doit être négative. Okay, et je peux définir les mêmes choses que ce qu'on avait défini en univarié, c'est-à-dire la matrice d'information de Fisher. Donc cette fois-ci, c'est la variance de mon score, mais une variance en dimension k, c'est une matrice de variance-covariance k fois k. Okay, donc je peux définir mon information de Fisher comme étant une matrice. Okay, petit exemple, le cas gaussien. Donc encore une fois, je tourne toujours en rond, mais le cas gaussien va être le point central. Donc supposons que je fasse des problèmes univariés, paramètres θ sigma carré. Ce qu'on peut montrer, c'est que l'information de Fisher, c'est du 1 sur sigma carré. Si jamais je prends une loi de paramètre mu qui est connue, mais que mon paramètre inconnu, c'est θ, dans ces cas-là, mon information de Fisher, c'est du 1 sur 2 fois θ carré. Si jamais je le voyais comme étant un problème bivarié, d'accord, donc mon θ, cette fois-ci, ce sont les deux paramètres mu et sigma. Dans ces cas-là, mon information de Fisher, c'est une matrice, okay, un peu particulière parce que j'ai des zéros en dehors de la diagonale, okay, et sur lesquels je vais retrouver en fait mes informations de Fisher marginales. D'accord. Donc à partir de là, je peux par exemple en déduire ma borne de Cramer-Rao. Donc si jamais je construis un couple d'estimateurs mu chapeau, sigma chapeau carré, qui sont des estimateurs sans biais de mu et de sigma carré, alors la variance minimale, ce sera celle-là. Ce sera 1 sur n, l'inverse de l'information de Fisher, c'est-à-dire 1 sur n sigma carré sur mon premier terme diagonal et sigma carré sur 2 pour le second terme diagonal, essentiellement parce que l'inverse d'une matrice diagonale, c'est la diagonale des inverses. Okay, donc je peux récupérer ma borne inférieure sur ma matrice. D'accord. Alors le fait qu'une matrice est plus grande qu'une autre, ça veut dire que la différence doit être définie positive. Et je vous renvoie aux capsules vidéo de l'algèbre linéaire pour redéfinir cette notion de définie positive. Ok. Donc le maximum de vraisemblance, il existe aussi en dimension plus grande. Le maximum de vraisemblance, c'est tout simplement la valeur, le vecteur θ chapeau pour lequel j'atteins le maximum de ma vraisemblance. Donc là, je vais arriver à mes deux théorèmes essentiels de la statistique mathématique. Donc là, on arrive normalement au dernier résultat de StatMat, en tout cas en termes d'inférence au maximum de vraisemblance. Le premier, c'est qu'on a un estimateur qui va converger presque sûrement. Okay. Alors, je n'avais pas défini la vraisemblance presque sûre, mais disons que on a une convergence de notre estimateur, une convergence vers la vraie valeur sous-jacente. Donc, on va converger ponctuellement vers la vraie valeur. Donc, mon estimateur converge vers la vraie valeur. Et plus intéressant, je peux le normaliser. Si jamais je prends racine carrée de n, θ chapeau moins θ, je tends vers une loi qui va être centrée. Mais ça, c'est normal parce qu'on sait qu'on va converger vers ce θ. Okay.
Mais j'ai surtout la variance, j'ai la loi normale, donc j'ai un estimateur qui va être un vecteur gaussien, mais surtout, je connais sa matrice de variance-covariance, et comme par hasard, ben, c'est en fait la matrice de variance-covariance qui est la borne inférieure de la borne de Kramer-Rao. Donc en fait, on récupère un estimateur qui est ce qu'on va appeler asymptotiquement efficient, c'est-à-dire que quand n tend vers l'infini, dans ces cas-là, la variance qui va apparaître ici, c'est la variance la plus faible que vous pouvez avoir sur votre, votre variance d'estimateur. Okay. Pourquoi? Parce que mon estimateur est asymptotiquement sans biais. Je ne l'ai pas dit, mais ma borne de Kramer-Rao s'adapte aussi dans le cas sans biais. Okay. Si jamais vous avez des estimateurs asymptotiquement sans biais, la variance asymptotique doit être minorée par la borne de Kramer-Rao. Okay. Donc on a ces propriétés techniques, et cette propriété va être essentielle par la suite. Et c'est ça qu'on va utiliser abondamment par la suite, le fait que mon estimateur, il tend vers une loi normale, c'est-à-dire qu'approximativement, si jamais j'ai assez d'observations, je peux supposer qu'on a un vecteur gaussien. Et ça va être essentiel parce que ça va me permettre de construire des intervalles de confiance sur mes paramètres, y compris dans un cadre multivarié. Okay. Donc c'est vraiment ça la propriété la plus importante du cours de StatMil, okay, qu'on va utiliser dans ce cours-là. Okay. Donc ça va me permettre d'avoir une justification théorique, en tout cas de mes estimateurs, mais peut-être un petit peu plus intéressant, et ça par contre je pense qu'on sort du cadre du cours de StatMil, c'est que cette propriété va m'intéresser d'un point de vue numérique. Okay. Et c'est ce que je vais commencer à vous présenter un petit peu dans les derniers slides qui restent, c'est le fait que l'optimisation, c'est mignon, mais ce n'est pas juste des problèmes théoriques qui sont sur du papier, c'est que dans la plupart des cas, les estimateurs du maximum de vraisemblance, ils ne se calculent pas avec un crayon et une feuille, ils se calculent numériquement. Okay. Ce sera vrai en tout cas. Alors, dans la première partie du cours, on aura des estimateurs dont on aura une forme explicite. Donc, quand on fera des moindres carrés, j'aurai une forme pour mes estimateurs. Donc, je vais pouvoir vous donner la forme de mes θ chapeaux. Sauf que quand on fera des GLM, je n'ai pas de propriété de ces. Je connais les équations qui vérifient, mais je ne peux pas vous les expliciter. Et donc, il nous faut des méthodes numériques pour trouver ces estimateurs du maximum de vraisemblance. Donc là, je parlais un tout petit peu de méthodes numériques d'estimation. Je vais rentrer je vais juste rentrer dans ces slides un tout petit peu dans la boîte noire d'une fonction qui s'appelle la fonction optime. Donc, sous R, je peux faire de l'optimisation. Okay. Alors, comment je vais faire ça? Je vous ai pris un petit échantillon gaussien, Poisson. J'ai pris un échantillon qui est issu de loi de Poisson, parce qu'on a vu que la loi de Poisson, on la connaissait bien. Okay. J'ai pris 10 variables gaussiennes, 10 variables de Poisson, dont le paramètre sous-jacent est 3. Okay. Donc, j'ai obtenu 2, 2, 3, 5, 2, 5, 6, 4, 3 et une observation. Une réalisation. Je ne sais pas si je compte des accidents ou n'importe quoi. Je suppose que, donc, alors, on va l'oublier celui-là, parce que ça c'est la vraie valeur, mais je ne la connais pas. Okay, j'ai obtenu ces 10 réalisations. Donc j'ai mon vecteur en dimension 10 et je veux ajuster. Je suppose que derrière, chacun des petits x1, petit x10 se cache des variables xi qui suivent une loi de Poisson de paramètre lambda, mais je ne connais pas ce lambda. Okay, ce que nous a dit la théorie, c'est, mais je sais ce que vaut lambda chapeau. Lambda chapeau, c'est x bar. Okay, donc je peux calculer la moyenne empirique. La moyenne empirique, elle vaut 3.3. Okay, donc on sait que le maximum de la vraisemblance, il est à 3.3. Et donc normalement, si jamais je devais mettre une loi là-dessus, je dirais que ça suit une loi de Poisson de paramètre 3.3. Okay, mais supposons que je ne sois pas très fort en calcul. Est-ce que je peux numériquement trouver le maximum de cette vraisemblance? Ben oui. Comment je fais? C'est très simple. J'écris ma vraisemblance. Donc comment j'écris ma vraisemblance? Donc ma vraisemblance, elle est ici. Donc c'est de dire, alors, il y a deux choses. Je prends ma log vraisemblance, j'ai rajouté un n parce qu'en fait, on va prendre moins la log vraisemblance, essentiellement parce que la fonction optime ne cherche pas des maximums, mais des minimums. Donc si jamais vous voulez trouver le maximum d'une fonction, bah, vous cherchez le minimum de moins la fonction. Okay, donc comment je fais ça? Bah, c'est très simple, et c'est indiqué ici. Vous avez votre densité de loi de Poisson. Donc mon vecteur y, il est connu, mais lui, il est inconnu. Donc c'est le paramètre qui apparaît ici dans ma fonction. Donc encore une fois, j'ai mon L de lambda, ou plutôt log L de lambda. Okay, donc ça, c'est ma fonction en lambda, okay, qui va être la somme des logs des densités f, y de lambda. Alors, j'utilise l'écriture vectorielle ici, parce que mes f, y de lambda, quand je mets des poisses de y de lambda, ça va être un vecteur de même taille que la taille de mon y. Okay, et je vais tout simplement lui dire, cherche-moi l'optimum de cette fonction-là, qui est ce n log de L. Donc c'est la fonction que je cherche à optimiser. Et il faut donner un point initial en fait pour l'initialisation. Okay,
et je lui dis de commencer à partir de 1. Voilà. Donc je lui dis de commencer à partir de 1 et ce qu'il me dit, c'est que le maximum de ma vraisemblance, c'est-à-dire le minimum de ma fonction n log L, il est atteint à 3.3. Donc ça, c'est intéressant parce que on tombe sur la valeur théorique. Okay. Donc en fait, je n'aurais même pas besoin d'aller calculer la valeur théorique de mon maximum de vraisemblance. J'ai ici des méthodes qui vont me permettre de calculer numériquement, en tout cas, les maximums de vraisemblance, y compris pour des lois plus compliquées. C'est que dans plein de cas, et ce sera vrai pour tous les modèles GLM, je ne sais pas comment s'écrivent les maximums de ma vraisemblance, okay, mais numériquement, je peux peut-être les avoir. Okay. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, ce qui se cache derrière, c'est un tout petit peu compliqué, mais encore une fois, j'en ai besoin parce que j'ai envie que vous compreniez comment fonctionne cette fonction d'optimisation. Et ça, je pense que c'est important on est en 2020. En 2020, on est dans une époque de données massives. Si jamais votre algorithme ne converge pas, c'est bien que vous compreniez pourquoi est-ce que ça ne converge pas. Okay, vous n'êtes pas là juste pour cliquer sur des boutons quand vous faites de l'optimisation. Il y a des moments où il faut savoir questionner les modèles. Si jamais il vous dit que ça n'a pas convergé, il faut savoir ce que ça veut dire. Okay, donc il faut comprendre ce qui se cache derrière toutes les boîtes noires qu'on va utiliser. Donc moi, je vais vous faire un cours où je vais vous expliquer tous les modèles, toutes leurs propriétés, et j'ai envie que vous compreniez comment est-ce qu'ils s'estiment. Donc je vais juste faire 3 slides pour vous expliquer ce qui se cache derrière cette optimisation. Okay, donc, ce qui se cache derrière, c'est très simple. Hein, c'est basé sur le fait qu'on va s'intéresser à cette fonction qui est la dérivée du log de ma vraisemblance. Okay, donc c'est ce que je pourrais noter la fonction score. Donc un petit peu comme je l'avais défini tantôt, sauf que là, cette fois-ci, je le définis sur ma vraisemblance et pas sur mon score individuel. Ma fonction dont je parlais tantôt, c'est plutôt celle-là. Okay, donc mon Sn de θ, c'est mon score que j'obtiens globalement. C'est la dérivée de ma log vraisemblance que j'obtiens globalement sur tous mes paramètres petit x. Okay, donc ce qu'on avait vu, c'était que c'est en l'occurrence un vecteur aléatoire. Okay, c'est un vecteur aléatoire qui va être centré, okay, et dont la variance, ce sera l'information de Fisher. Donc là, je reprends juste les choses qu'on avait déjà évoquées tantôt, sauf qu'au lieu de le faire avec une seule observation, je le fais avec n, mais ça ne change pas grand-chose. Okay, le fait qu'on soit centré reste centré. L'information de Fisher, au lieu d'être i de θ, c'est bien in de θ. Okay, et c'est juste l'espérance en fait de ma dérivée de mon score. Okay, donc on retrouve les propriétés assez intuitives, qui est que et c'est très lié à la loi des grands nombres, c'est le fait que le score, la moyenne de mon score va tendre vers 0. Okay, donc le 1 sur n, la somme de mes dérivées de log des f des xi va tendre vers 0. Okay, et en normalisant par racine de n, je vais tendre vers une loi normale n0 centrée, dont la matrice de variance-covariance, ce sera tout simplement l'information de Fisher. Okay, donc c'est les propriétés dont je parlais juste avant. Alors pourquoi c'est intéressant? Essentiellement parce que quand on veut faire des méthodes numériques, l'outil de base, c'est le développement de Taylor. Okay, donc le développement de Taylor, c'est ce qui nous permet de faire des approximations de fonctions. Okay, donc je vais essayer de faire une approximation de ma fonction Sn, okay, au voisinage de mon θ. Donc ce que je vais dire, c'est que si jamais je me mets un petit peu à côté, donc je reprends juste le fait que si jamais, alors je le fais avec des fonctions f de x, c'est f de y, plus un x moins y, dérivé de x, avec un petit quelque chose à côté. Donc je fais juste ce petit développement de Taylor à l'ordre 1, qui me dit que Sn de x, c'est Sn de θ0, plus la différence entre x et θ0, multiplié par la dérivée de un Sn. Okay, donc si jamais je me place pour un x particulier, qui est en fait ce θ chapeau, dans ces cas-là, on a le Sn de θ chapeau, mais ça, comme je prends le maximum, la dérivée elle va être égale à 0. Okay, donc Sn, encore une fois, c'est ma dérivée et ma log vraisemblance. Donc c'est la pente. Donc quand je suis au maximum, j'ai 0. Donc on a que 0 va être égal à un Sn de θ chapeau plus θ chapeau moins θ0 S' de y pour un certain y. Donc on a envie d'avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Okay, dans ces cas-là, on a notre algorithme qui se dessine très simplement. Je vais partir d'une valeur initiale, θ chapeau 0. Okay, donc c'était ce que je donnais tout à l'heure quand je lui ai dit commence à partir de 1. Et ensuite, je vais avoir une procédure itérative qui me dit je vais partir de la valeur précédente, je vais corriger par la valeur qui est tout simplement Sn de ma valeur précédente divisée par la dérivée. Okay, ce qu'on voit apparaître ici, c'est du Sn divisé par la dérivée S'N. Okay, donc je les prends tous les deux précisément à la valeur précédente que j'avais pour mon estimateur et je corrige. Okay, donc ça va correspondre à
tout simplement une descente de gradient. Donc ça, c'est l'algorithme de Newton. Donc je vais vous le présenter ici. Donc ça nous donne l'algorithme de Newton-Raphson. Newton-Raphson nous dit, vous partez d'une valeur initiale et ensuite vous faites juste une petite correction, tout simplement en faisant le ratio entre Sn de θ chapeau et S'N de θ chapeau. D'accord? Alors, là, vous voudriez me dire, ouais, mais S'N de θ chapeau, il va falloir quand même que je fasse un calcul. C'est que pour le moment, on avait dit qu'on ne faisait pas de calcul. Quand je lui ai donné ma log vraisemblance tout à l'heure pour l'optimiser, je ne lui ai jamais donné ma dérivée de ma log vraisemblance. Okay, donc en fait, je peux la calculer numériquement, tout simplement en disant que la dérivée, c'est jamais que la pente au voisinage du point qui m'intéresse. Okay, donc, si jamais vous me donnez un petit, de quoi calculer une petite pente, donc je vais donner une petite variation, je vais dire, tu te places à 10-5 avant et 10-5 après, puis tu calcules la pente. Dans ces cas-là, on a une bonne approximation de la dérivée. Okay, donc je peux calculer cette dérivée, tout simplement. Donc ça sera l'algorithme de Newton-Raphson. Okay, mais qui n'est pas forcément très optimal, parce qu'en fait, quelque part, je la connais, en fait, cette dérivée. Je la connais, pourquoi? Parce que ce qu'on avait vu, c'était que l'information de Fisher, c'était précisément égal à l'espérance de ma dérivée par rapport à θ de mon score. Okay, donc on voyait arriver le fait que cette grandeur-là doit sûrement être très très liée à NI. Et donc, ce qu'avait proposé Fisher, c'était de dire, je peux faire un algorithme un petit peu adapté, qui est cet algorithme de scoring de Fisher, qui consiste à dire, vous partez d'une valeur initiale, vous avez votre valeur précédente, et vous allez corriger, tout simplement, il manquait mon signe moins tout à l'heure, mais par la valeur de votre dérivée de log vraisemblance, divisée par n fois l'information de Fisher pour une seule observation. Okay, donc c'est très exactement cet algorithme qui va être mis en œuvre par la suite. Okay, je ne vous oblige pas à regarder la vidéo une deuxième fois si jamais c'est des choses qui vous paraissent totalement nouvelles. Encore une fois, on va le refaire à la main par la suite. Okay, je vais juste vous l'implémenter dans le cas de ma loi de Poisson pour que vous voyez. L'avantage, c'est que ces méthodes, elles convergent très 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 vite. D'accord? Donc je vous le montre dans le cas de ma loi de Poisson. Donc encore une fois, l'avantage, c'est que je sais comment se comporte mon score. On l'a calculé tantôt. Okay, donc j'ai juste besoin d'utiliser ça. Donc, je définis ma fonction Sn. Okay, je lui dis comment calculer ma dérivée par rapport à Sn. Donc, cette fois-ci, comment je calcule ma dérivée? Je lui dis, tu te places à 10-7 avant, 10-7 après, tu prends la pente et tu divises par 2 fois l'écart. Okay, donc, je partais de ma valeur de 1. Donc, L, ça va contenir les différentes valeurs de lambda. Donc, je pars de lambda, premier estimateur, puis je vais le mettre à jour au fur et à mesure. Okay, puis, on voit qu'on converge au bout de cette étape. D'accord? Donc, ce que je lui dis, c'est quoi? C'est tu pars de la valeur d'avant et tu enlèves Sn divisé par la dérivée de Sn, pris en lambda n-, en Li, puisque c'était la valeur précédente. Okay, donc, c'est vraiment ça qu'on va utiliser. D'accord? Donc, je vais pouvoir comme ça calculer 10 valeurs et on voit qu'on converge tranquillement vers 3.3, qui est la valeur que me renvoie mon algorithme. Si jamais je veux faire ça avec la méthode de Fisher, on utilise le fait que l'information de Fisher, on la connaît, c'est 1 sur θ. Okay, donc, en fait, mon calcul, il est tout simple, c'est juste un L, et j'ai juste à utiliser l'information de Fisher qui apparaît ici. Donc, j'ai ici mon N, ici j'ai mon information de Fisher, et je fais juste ma petite correction. Et ce qu'on voit, c'est qu'on commence à 1, et dès la première étape, on atteint directement 3.3, puis en fait, après, on se stabilise. Donc, on voit que l'algorithme, en 2 étapes, il a convergé, okay, et il vous renvoie le maximum de la vraisemblance. Encore une fois, je le fais dans un cas simpliste, mais ce qu'on est en train de voir, c'est que dans un cas que je peux contrôler, parce que je peux faire les calculs, ça marche. Donc, ce qu'on va dire, c'est que cette méthode, je devrais pouvoir la transposer dans les cas pour lesquels je ne sais pas calculer mon maximum de vraisemblance. A priori, ça devrait pouvoir marcher. Okay, donc, souvenez-vous juste que le maximum de vraisemblance, ce n'est pas juste un problème théorique de calcul de maximum de fonctions, c'est un problème essentiellement numérique quand on va avoir des données, parce qu'il faut avoir des algorithmes qui puissent trouver l'endroit où se trouve le maximum de la vraisemblance. Okay, donc, ce que je viens de vous montrer, c'est qu'on en avait. Okay, c'est basé sur ces méthodes itératives de Newton. Okay, voire des méthodes un petit peu adaptées qui sont l'algorithme de Fisher, adaptées dans le sens où les dérivés qu'utilisait Newton, en fait, je les connais. Okay, parce qu'on est dans des familles de lois très classiques. Donc, on est capable de pouvoir simplifier largement les calculs et de gagner en convergence. Okay, juste en corrigeant le fait que je connaissais en fait ma dérivée, ma convergence qui se faisait en 5 étapes, tout d'un coup, elle passe en une étape. Okay, donc, on va se souvenir de ça parce qu'en fait, quand on fera ça dans la régression logistique, dans la régression de Poisson, on aura exactement la même chose, c'est-à-dire que très très vite, on va converger vers la vraie valeur. Ok? Donc j'arrête là sur ces méthodes autour du maximum de vraisemblance. Je reviendrai un petit peu là-dessus quand on fera les tests, parce que non seulement le maximum de vraisemblance est intéressant parce que ça permet d'avoir un estimateur, mais surtout, il y a toute une batterie de tests qui sont associés à ce maximum de vraisemblance qu'on va pouvoir exploiter par la suite.
mais je vous renvoie à des capsules qui vont arriver très bientôt. Ok, donc je vais arrêter là pour cette capsule.